ce dont je vais vous parler, je vais me présenter rapidement. Je suis professeur de négociation, ça fait 30 ans, non même plus que ça fait 37 ans que je travaille sur la négociation pure. Et bien évidemment, en travaillant sur la négociation, j'ai démarré à l'École supérieure de commerce de Paris. C'est formidable, formidable, formidable. C'est bon, ça va aller. C'est pour être plus loin du texte pour le lire parce que j'arrive pas. Et donc, disais-je, je suis professeur à l'École supérieure de commerce de Paris depuis plus d'une trentaine d'années. Récemment entré à Sciences Po tout simplement parce que la négociation, au-delà des négociations d'affaires, et j'ai appris, mais vraiment, je l'ai appris cet après-midi que Talleyrand était un homme de finance, donc ça m'a rassuré. Sciences Po m'a accueilli il y a 2 ans de ça, parce que j'ai travaillé sur des négociations comme celle de Khrouchtchev, Kennedy, les missiles de Cuba, avec toute une approche très, très minutée, très, très, très précise. Et bien évidemment, Talleyrand m'a intéressé. Ça fait 20 ans que je viens au château, puisque je suis plus ancien que en fait, Sylvie dans ce château. Puis je loue le château une fois par an pour des séminaires de négociation, parce qu'il m'a semblé que Talleyrand était un personnage extraordinaire dans le monde de la négociation, qu'il soit de France ou d'ailleurs. Et puis Sylvie, lorsqu'elle a monté les diplomatiques, m'a demandé si je voulais donc intervenir sur une négociation de Talleyrand. Alors j'avais plusieurs choix. Et j'ai choisi. J'ai un texte que je me suis inspiré, pas inspiré, j'ai lu avec attention tous les écrits d'Emmanuel de Varesquiel, peut-être d'autres encore, et essayer de comprendre, comme un spécialiste de négociation, comment un personnage comme Talleyrand, globalement, arrive à obtenir un accord. Pas au sens général du terme, mais sur une négociation précise. Et celle que j'ai choisie pour parler avec vous, c'est la seconde déclaration alliée du 31 mars 1814. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai le sentiment, simplement comme Français, comme patriote, qu'il est arrivé en l'espace de 24 heures à retourner des choses absolument extraordinaires pour notre pays, pour nous. Alors voilà, je vais vous dire ce que j'ai trouvé. Alors, d'abord, je voudrais vous dire que, parce qu'on va parler d'un entretien de négociation, c'est un entretien qui a duré 1 heure, l'après-midi, rue Saint-Florentin, avec le tsar Alexandre Ier. C'était en fin d'après-midi, le 31 mars. On ne sait pas ce qui s'est passé, personne n'y était, donc je ne pourrais pas vous dire ce qui s'est passé, mais je fais un certain nombre d'hypothèses de la conjonction de tous les faits qu'on puisse connaître. Alors, d'abord, je voudrais vous dire qu'un entretien de négociation est souvent comparé à une partie d'échecs. Le jeu d'échecs est le jeu d'intelligence par excellence. Et depuis 3 décades, on sait qu'un ordinateur suffisamment puissant est capable de mieux raisonner qu'un maître, quel qu'il soit. Alors, je suis en train de vous dire que Talleyrand, c'est peut-être un ordinateur avant l'heure. Mais je le crois sincèrement. Il a cette capacité, d'ailleurs que souligne Emmanuel de Varesquiel, cette capacité à calculer les choses dans le bon sens du terme avec un instant absolument formidable. Et que maintenant, les ordinateurs sont capables de faire. Donc, aujourd'hui, pour travailler là-dessus, en fonction des informations qui lui sont fournies, un ordinateur est maintenant capable, sur plus de 40 millions de situations possibles, d'avertir instantanément un négociateur sur le niveau exact des rapports de pouvoir qui caractérisent sa situation, de lui recommander quoi faire et de lui donner la probabilité d'obtention de l'accord qu'il souhaite. Alors, je suis en train de dire, en fait, un modèle informatique existe maintenant. J'étais encore hier dans un incubateur informatique, et c'est absolument extraordinaire ce qu'un ordinateur est capable de faire. Et je crois que Talleyrand l'a fait intuitivement ce jour-là, il est allé pratiquement aussi vite qu'un ordinateur, comme des grands maîtres d'échecs. Alors, donc j'avais le choix entre vous parler de 2 négociations. La première, c'était il y a une vingtaine d'années de ça, quand j'étais au Biberon Heurieux, ça fait beaucoup rire Emmanuel. Vous connaissez certainement le livre de Jean Heurieux, qui est la première grande biographie, je crois, de Talleyrand. Il y avait un moment extraordinaire dans la vie de Talleyrand, c'est quand il négocie sa réintégration dans l'Église catholique. Vous savez que 3 semaines ou 4 semaines avant sa mort, c'est incroyable quand on lit ça, parce que comment sait-on qu'on va mourir, hein, même s'il était très mal, il a décidé de se réintégrer dans l'Église catholique, on ne sait jamais ce qui pouvait arriver, donc il a réintégré. Et j'ai trouvé ce morceau absolument extraordinaire. Alors, j'ai beaucoup hésité, on a beaucoup hésité, puis la deuxième, c'était celle dont je vais vous parler maintenant, parce que, en fait, c'est l'avenir de notre pays qu'il a joué là.
Là, sa réintégration, ce sera peut-être l'année prochaine ou un autre moment, mais voilà, j'ai préféré de parler de ce moment-là. Alors, je vais reprendre un petit peu l'histoire. Alors, si vous vous souvenez, les Alliés sont le 30 mars 1814 aux portes de Paris, et le tsar Alexandre Ier, nous dit Emmanuel Le Maresquier, certainement avec l'aide de Pozzo di Borgo, va rédiger une proclamation qui va être placardée dans tout Paris le matin même du 31 mars. Et cette déclaration, la voilà. Alors, je vais peut-être la lire avec vous. Je la résumerai en un mot. Je vais vous dire, pour moi, elle dit simplement aidez-nous. Alors, je vais reprendre votre mot, cher ambassadeur. Si vous l'avez dit tout à l'heure, c'est nous sommes des missionnaires armés, aidez-nous. Parce que vraiment, ce que vous avez raconté. Mais je parlais de vous et de Robespierre. Et je trouve ça formidable parce qu'en fait, c'est ce que dit ce texte. Il dit les armées alliées se retrouvent devant Paris. Le but de leur marche vers la capitale est fondé sur l'espoir d'une réconciliation sincère et durable avec elle. Depuis 20 ans, l'Europe est inondée de sang et de larmes. Les tentatives pour mettre un terme à tant de malheurs ont été inutiles parce qu'il existe dans le pouvoir même du gouvernement qui vous opprime un obstacle insurmontable à la paix. Quel est le Français qui ne soit pas convaincu que c'est la vérité? Alors là, bon, et ensuite on nous dit les souverains alliés. Pardonnez-moi, l'ordinateur est paramétré en anglais, donc il n'aime pas les accents. Hein. Ce n'est pas une faute d'orthographe, c'est qu'il me les enlève quand je les mets. Ben, je les remets après. Et les souverains alliés cherchent de bonne foi une autorité salutaire en France. Alors là, c'est formidable, le premier mot qu'on voit dans ce texte, c'est une autorité salutaire. Alors c'est quoi l'autorité salutaire en France? Ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait être, d'ailleurs, on voit bien que Napoléon n'est pas cité, Bonaparte n'est pas cité dans ce texte. C'est une autorité salutaire. C'est un peu flou, c'est un peu vague, qui puisse cimenter l'union de toutes les nations et tous les gouvernements. C'est à la ville de Paris qu'il appartient dans les circonstances, ça ne doit pas être annuel, mais c'est actuel, d'accélérer la paix du monde. Bon, son vœu est attendu avec l'intérêt que doit inspirer un si immense résultat qu'elle se prononce et que dès ce moment, l'armée qui est devant ses murs devient le soutien de ses décisions. Alors là, je retrouve ce concept de missionnaire armé. Et puis, Parisiens, vous connaissez la situation de votre patrie, la conduite de Bordeaux. Quelques temps auparavant, Bordeaux a crié « Vive le roi », l'occupation amicale de Lyon, les mots attirés sur la France et dispositions véritables de vos concitoyens. Vous trouverez dans ces exemples le terme de la guerre étrangère, de la discorde civile. Tout ça, c'est un peu subliminal. Vous ne sauriez plus le chercher ailleurs. La conservation et la tranquillité de votre ville seront l'objet des soins et des mesures que les Alliés sauvent de prendre avec les autorités et les notables qui jouissent le plus de l'estime publique. Aucun logement militaire ne pèsera sur la capitale. Alors ça, c'est la seule promesse, c'est le sentiment que l'Europe en armes devant vos murs, c'est l'Europe en armes. Là, on voit les missionnaires armés, hein, on est vraiment dedans. Devant vos murs s'adresse à vous. Hâtez-vous de répondre à la confiance qu'elle met dans votre amour pour la patrie et dans votre sagesse. En fait, on s'aperçoit que c'est le tsar qui écrit ça, même s'il est signé par le généralissime des armées. Et Talleyrand voit aussi cette proclamation. Et vous allez voir ce qu'il va en faire en l'espace de quelques heures. On va avoir deux proclamations, les unes à la suite des autres. Vous allez voir que là, il est magicien. Alors, je dirais que dans la proclamation que va faire Talleyrand, les alliés, les souverains alliés. Alors les souverains alliés, il faut savoir une chose, c'est que les souverains alliés, c'est que Alexandre Ier se donne un pouvoir qu'il n'a pas. Il n'a jamais eu aucun mandat des souverains alliés pour signer un texte pareil. Mais en tout cas, il le signe. Il le signe et Talleyrand va s'en servir. Ils disent d'abord qu'ils ne traiteront plus avec Napoléon Bonaparte et avec aucun membre de sa famille. Ça signifie que dans ce texte que va obtenir Talleyrand, c'est la fin de Bonaparte. D'ailleurs, Bonaparte va être destitué le lendemain, comme vous le savez. Donc il va s'en servir en disant voilà, c'est une des conditions que donnent les armées alliées pour avoir la paix. La deuxième chose, il dit qu'ils respectent l'intégrité de l'ancienne France telle qu'elle existait sous ses rois. Ils peuvent même faire plus parce qu'ils professent toujours le principe que pour le bonheur de l'Europe, il faut que la France soit grande et forte. Tout simplement, les Alliés disent on vous propose, pas aux Parisiens, mais on vous propose de retourner dans les frontières antérieures. On vous propose de tourner la page de Bonaparte et de retourner aux frontières antérieures.
Et puis, enfin, il dit, les souverains alliés proclament qu'ils reconnaîtront et garantiront la constitution que la France se donnera. Ils invitent par conséquent le Sénat à désigner un gouvernement provisoire qui puisse pourvoir aux besoins de l'administration et préparer la constitution qui conviendra au peuple français. Ça s'appelle, peut-être en termes diplomatiques, une feuille de route. C'est-à-dire que le tsar Alexandre Ier, le soir, là, il y en a une généralité. Et le soir, qu'est-ce qu'obtient Talleyrand? En fait, c'est une feuille de route en disant « Voilà nos conditions pour que vous puissiez avoir la paix ». On est vraiment dans un échange. Alors, on va voir comment on est arrivé là. Donc, en janvier 1814, dans ce qui est appelé la campagne de France, Napoléon tente vraiment d'endiguer la déferlante des quatre alliés qui entrent pour la première fois tous ensemble en France. Tour à tour, il les a quasiment tous vaincus. Ils vont le vaincre tous ensemble. Alors, le 25 janvier 1814, pardonnez-moi, Napoléon et Talleyrand se voient pour la dernière fois. Et comme vous le savez, il y a bien longtemps que l'empereur hésite à faire arrêter Talleyrand. Et pourtant, 48 heures auparavant, curieusement, il l'a nommé au Conseil de Régence avec l'impératrice Marie-Louise, la fille de l'empereur d'Autriche. De fait, comme il le reconnaîtra lui-même, Napoléon laisse à Talleyrand du temps. Et c'est une variable majeure en négociation. Et Talleyrand va s'engouffrer dans ce temps disponible. Je cite Emmanuel de Maresquiel qui dit « Talleyrand est le plus dépassionné des hommes. Plus que le ressentiment, le calcul et la mesure exacte des chances de chacun vont déterminer sa conduite. » C'est en fait, dans cette phrase que j'ai trouvée au cours de ce moment-là, c'est vraiment un calcul de probabilité. Un négociateur est quelqu'un... Qu'est-ce que c'est qu'un bon négociateur? C'est quelqu'un qui, 80% du temps, arrive à un bon résultat, mais 20%, il arrive à un échec. C'est toujours une tentative d'accord. Et là, je crois que Talleyrand, dans ces moments-là, calcule la probabilité d'arriver à ce qu'il souhaite. En l'occurrence, et c'est toujours le cas, l'approximativement juste est préférable à l'exactement faux. Et c'est ce qu'il fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Aujourd'hui, un ordinateur est capable de calculer très juste, si je puis dire, mais là, il est toujours près, le plus proche possible de la vérité. Alors, dans cette tentative d'accord, Talleyrand, je cite toujours Emmanuel, s'apprête à jouer le grand acte historique de sa vie. Emmanuel a dit tout à l'heure, il l'a rappelé au cours de sa conférence, que c'était peut-être, il y a eu 3 coups d'État, si je me souviens bien de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et globalement, ce grand coup d'État, c'est celui-là, le moment où il estime que, en tant que patriote, je le perçois comme ça, en tant que patriote, il estime que pour la France, changer de régime est la bonne chose. Donc il va l'aider à changer de régime, il va aider son pays à changer de régime, sans toutefois avoir le pouvoir pour lui. Parce que normalement, quand on fait un coup d'État, on le prend après le pouvoir, il va le laisser à d'autres. Mais il l'a bien fait basculer. Et il dit, il va en chercher les moyens de son... Alors, pardonnez-moi, Talleyrand, je cite toujours, s'apprête à jouer le grand acte historique de sa vie, en cherchant les moyens de son salut personnel dans le salut commun. C'est un thème que l'on a eu tout à l'heure. Mais je vais dire la chose suivante, dans toute négociation d'affaires, quelle qu'elle soit, chacun sait qu'on ne négocie jamais avec une personne morale. Une notion qui est en négociation est une pure fiction de l'esprit, mais avec une ou plusieurs personnes physiques qui portent leurs propres enjeux et qui ajoutent aux enjeux de l'organisation et ajoutent à leurs enjeux l'organisation qu'ils représentent. Ça paraît qu'un négociateur a toujours un double enjeu. Le sien personnel, peut-être celui en avant peut-être de son pays, mais également son enjeu personnel. Il y pense toujours. Les Alliés ne vont pas négocier avec la France, parce que la France, on ne déjeune pas avec la France, on ne dîne pas avec la France, c'est le mot d'un juriste, mais avec un Français, et ce Français s'appelle Talleyrand. Comme la coalition anti-napoléonienne s'appellera le 31 mars 1814 Alexandre. Et en négociation, on sait bien que si on change d'interlocuteur, on change de négociation. C'est entre ces deux hommes que ça va se passer. Chateaubriand, vous le savez, on l'a encore rappelé cet après-midi, déteste Talleyrand. Mais il a parfaitement raison d'écrire que Talleyrand tire parti du moment pour ses intérêts. Et parmi ses intérêts, il l'a prouvé maintes et maintes fois, ce sont ceux de son pays et sans nul doute ceux du continent européen. Je pense que, je sais qu'il y a pourtant des engouements napoléoniens, des engouements de Talleyrand. Je pense que des engouements de Talleyrand, oui. Je pense que Talleyrand est fondamentalement un patriote, c'est-à-dire qu'il aime son pays. Je le perçois comme ça, et son intérêt, je le perçois comme l'intérêt de son pays, et c'est ça qu'il joue, en fait, ce à quoi il croit. Chateaubriand ajoute d'ailleurs, le savoir-faire était le génie de cet homme. Alors au-delà des facilités que vous accorde la nature et l'éducation, c'est ce que j'avais écrit ce texte en début de semaine, mais au-delà de ce que dit Emmanuel,
l'expérience n'est autre que ce qu'on acquiert juste après en avoir eu besoin. Il faut se souvenir que Talleyrand a 60 ans, ou 60 ans, ou pratiquement 59 ans peut-être à ce moment-là. Et parmi tous ces jeunes hommes, Alexandre n'avait que 36 ans, Talleyrand cumule beaucoup d'expérience. Et ça, c'est un facteur en négociation. Je dirais que plus on fait la négociation, meilleur on est. C'est comme le vin. On s'aperçoit que dans beaucoup de pays, les grands négociateurs d'affaires sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. Ils ont sédimenté de l'expérience, des réflexes. Et Talleyrand en avait. Le mot du baron de Vitrolles, selon lequel Talleyrand se prêtait mais ne se donnait jamais, le mot est brillant, rappelle d'autres mots très exacts selon lesquels un négociateur, in fine, ne doit jamais rien donner mais tout échanger. Et c'est vrai que Talleyrand, c'est le travail d'un négociateur. C'est son métier, c'est d'échanger des choses. C'est pas... On a tendance en France, et je l'ai dit, mais je le répète, je suis français, je suis fier de mon pays, mais on a tendance à penser que la négociation n'est simplement qu'une question d'argumentaire, pour avoir raison. Mais un négociateur, en fait, n'aime pas avoir raison. Il aime se mettre d'accord avant tout. Et ce qu'il fait, c'est qu'il échange. Il échange les choses. Il donne quelque chose contre d'autres choses. Alors, 3 points sont essentiels dans une négociation. Le premier, c'est avoir une finalité. En l'occurrence, pour Talleyrand, il s'agit de donner un nouveau régime à la France. C'est ce qui le préoccupe à ce moment-là. Parce qu'il est vraiment convaincu, tous les écrits d'Emmanuel le prouvent, il est au cours de ces 2 derniers mois, alors on dit, je crois que, pour reprendre encore le mot de Chateaubriand, quand s'il ne conspire pas, il trafique, je crois que c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, quand il conspire, en fait, il pense qu'il faut changer de régime. La deuxième chose, c'est bénéficier d'une opportunité. Et ça, l'opportunité de Talleyrand, c'est l'entrée des Alliés dans Paris. À ce moment-là, il y a un moment extraordinaire qu'il faut savoir saisir. Et puis, la troisième chose, c'est définir un objectif précis. En l'occurrence, c'est la signature d'un texte dûment préparé à l'avance. Ce qu'il y a de formidable dans le texte que vous allez voir après, c'est que ce n'est pas une discussion comme ça, une négociation. On s'aperçoit que dans la négociation même d'affaires, en général, on obtient ce qu'on veut quand on sait ce qu'on veut à l'avance et de manière précise. Si vous ne savez pas ce que vous voulez de manière précise, vous avez peu de chances de l'obtenir. C'est juste, ça peut être une conversation comme ça. Et Talleyrand, ce que j'ai pu, j'ai eu un temps limité pour travailler, mais globalement, Talleyrand, c'est clair que ce texte-là, il avait été travaillé auparavant. C'était ça qu'il voulait faire signer, comme on aimerait faire signer un contrat sans lui montrer au départ. Alors, je cite aussi Emmanuel qui nous précise que l'art de Talleyrand, en dehors de son style, était certainement d'avoir une idée claire et déterminée du but à atteindre. Alors, quand j'ai lu cette phrase, ça m'a fait réagir en tant que spécialiste de la négociation. Il y a 6 qualités chez un négociateur, c'est une étude de plusieurs années, scientifique, et on retrouve le personnage Talleyrand là-dedans. La première qualité d'un négociateur, la meilleure de loin, c'est pas l'art de communiquer, c'est pas l'art simplement d'argumenter, c'est la clairvoyance. Et le dictionnaire définit l'art de la clairvoyance comme l'art de sentir les choses et l'art de les analyser intelligemment. C'est une double analyse qui fait qu'à un moment donné, on voit clair dans une situation. Et je crois que Talleyrand, dans son histoire, mais surtout là, il voit extrêmement clair. Il voit clair et il voit loin. Dans un environnement constamment changeant, le négociateur Talleyrand s'avère aussi un opportuniste. C'est une qualité chez un négociateur d'être opportuniste. C'est une valeur qu'on n'aime pas trop en France. L'opportunisme, quand on parle d'opportuniste, c'est quelqu'un qui profite de l'occasion. Mais c'est le travail d'un chat, d'un négociateur également. À un moment donné, quand il veut quelque chose, il ne bouge pas et au moment où il peut obtenir le oui qu'il souhaite, c'est de le saisir. Il l'a saisi à ce moment-là. Pour créer des circonstances favorables à l'obtention de l'engagement qu'il souhaite obtenir des alliés, dès le 28 mars, Talleyrand tisse la toile qu'il lui faut pour agir. Pour mémoire, les troupes alliées vont bientôt atteindre la capitale. Par chance, qu'il semble avoir aidé au cours des débats qui ont agité le Conseil de Régence dont il est membre, Talleyrand voit l'impératrice, la cour et le gouvernement quitter Paris le 29 et le 30 mars. S'il reste en fait à Paris, il fait ce raisonnement suivant, et ce qui est tout à fait logique. Il deviendra à l'évidence le seul interlocuteur valable des Alliés. Pour négocier, si on est le seul interlocuteur valable, on a un pouvoir sur l'autre formidable, puisqu'il ne peut pas s'adresser à quelqu'un d'autre. Ceux-ci souhaitent avant tout la paix, je parle là des Alliés, avant tout la stabilité et en terminer le plus vite possible. Enjeu, urgence et dépendance. Talleyrand voit se réunir là les 3 facteurs générateurs de son pouvoir dans cette négociation imminente.
L'enjeu du tsar est extrêmement important, il est pressé d'en finir, et Talleyrand, il dépend de Talleyrand puisque Talleyrand est son interlocuteur. Donc c'est un moment absolument formidable. C'est la raison pour laquelle il organise sans aucun doute, dans la soirée du 30 mars, une fausse sortie. Je pense que, comme vous connaissez bien cette période de l'histoire, vous savez qu'il a organisé les choses de telle façon à pouvoir qu'on lui refuse la sortie de Paris pour pouvoir réentrer et être le seul interlocuteur valable. Un beau coup de dé. Officiellement, nous dit Emmanuel Vareskel, le prince de Bénévent, vice-grand électeur de l'Empire, est retenu dans la capitale contre son gré. C'est-à-dire qu'il est à la fois un représentant du régime napoléonien et à la fois il va représenter la nouveauté, ce qui est quand même très bien joué. Sa première séance de négociation s'opère dès la nuit tombée à huis clos, avec le maréchal Marmont, duc de Ragduse, et Louis-Antoine Bourrienne, les deux émissaires des troupes napoléoniennes. Nul ne sait ce qu'ils se sont dit. Alors, pardonnez-moi, mais quand je travaille sur les négociations, en général, je peux enregistrer, je peux être là, je peux regarder minute par minute. Là, malheureusement, tous les historiens, dans toutes les négociations en tête-à-tête, ne sont jamais là. Donc, on fait toujours des hypothèses. En tout cas, la capitulation de Paris est signée à 3 h du matin, donc le 31 mars, et avec le comte Orlov, le russe, le comte Orlov. Les troupes françaises peuvent quitter librement la capitale. Donc, Talleyrand devient, de fait, l'incontournable interlocuteur des Alliés, et en l'occurrence le tsar Alexandre Ier, dont il va avoir l'oreille, comme celle des membres du Sénat, dont il va gagner toute l'attention. Talleyrand, en fait, devient à ce moment-là le point de passage obligé pour Alexandre Ier et aussi pour les dirigeants qui restent de la France. Parce que c'est lui qui tient les choses dans ses mains. Alors Chateaubriand aurait pu le critiquer, mais je trouve ça merveilleusement joué. Donc le général autrichien des armées alliées, on l'a vu, va faire placarder le 31 mars le texte qu'on a vu tout à l'heure. Comment dire, ce que va faire aussi Talleyrand dans cette négociation, c'est qu'il connaît bien Alexandre, il sait que c'est un homme vaniteux, c'est un homme d'idées, c'est un homme de principe, il le connaît bien. On sait qu'en négociation, plus on connaît son interlocuteur, meilleur on est, puisqu'on sait sur quelle touche il faut jouer. Mais il faut avoir aussi, bien entendu, le décideur en face de soi, et quoi de mieux pour cela que de l'avoir chez soi. Vous savez ce que fait Talleyrand, non seulement il se fait refuser la sortie de Paris, mais en même temps, il apprend que le tsar doit normalement s'installer au palais de l'Élysée. Vous connaissez peut-être cette histoire, et la rumeur court qu'il l'a fait courir, certains disent que c'est lui, et pourquoi pas, l'enjeu est d'importance, il fait croire que le palais de l'Élysée est miné. Donc il dit au tsar, venez donc chez moi, et le tsar accepte. Alors, quand on lit ça, c'est-à-dire c'est à la fois un homme d'un grand esprit avec une vraie vision lointaine, mais à la fois il y a un pragmatisme absolu. Et là, j'ai eu le sentiment, je l'ai écrit comme ça, Talleyrand montre une à une les marches d'un processus d'accord, à commencer par ses conditions matérielles. Il réussit ça, le temps, voilà, il y a des choses... il va faire signer, il va recevoir Alexandre en tête-à-tête. En fin d'après-midi, Alexandre arrive, après avoir paradé dans Paris, il arrive à l'hôtel de la rue Saint-Florentin. Et la première chose que fait Alexandre, il va rencontrer Talleyrand en tête-à-tête. Je ne sais pas si vous connaissez aujourd'hui l'hôtel, puisque de temps en temps on peut le visiter, grâce à nos amis américains, puisqu'ils ont fait ça, tout ça à neuf. Et dans ces salons extraordinaires, il y a un tête-à-tête entre ces deux hommes qui, d'après ce que je comprends, a duré environ 1 heure, pas plus. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Mais je vais faire des hypothèses avec vous, si vous voulez bien, parce qu'il y a quand même une continuité chez Talleyrand dans son comportement que l'on voit souvent. Je ne sais pas comment Talleyrand a fait au cours de cet entretien, mais je suppose donc que, comme à son habitude, je cite un de ses proches qu'il connaît bien, Talleyrand se livre à son petit jeu favori qui consiste à sonder son interlocuteur. Pour être clairvoyant, Emmanuel le rappelait tout à l'heure, dans n'importe quelle négociation, la plus grande qualité d'un négociateur, Emmanuel en a parlé tout à l'heure, c'est de se taire. C'est écouter, c'est de comprendre. C'est pas forcément de poser des questions, d'ailleurs, c'est laisser l'autre se taire. Et je pense qu'il l'a peut-être fait comme ça, comme il le faisait habituellement. Je cite une deuxième citation, pardonnez-moi, c'est l'émotion. Une citation en disant « Il a certainement sa mine impassible.
Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il avait la mine qu'on prête aux négociateurs asiatiques qui leur donnent à l'évidence beaucoup d'avantages? On sait que dans le monde de la négociation, que l'Asie sont des grands négociateurs pour des raisons de la gestion du temps, mais aussi pour cette espèce d'incapacibilité, cette incapacité qu'on peut avoir à lire sur leur visage ce qu'ils pensent ou pas. Donc je pense que s'il était, je crois que le sous-titre de l'ouvrage d'Emmanuel, c'est le Sphinx immobile, je crois qu'il a dû le rester également. Là. Il a dû rester très tolérant. Je cite troisième qualité, il a certainement, sa mine impassive, je viens de le dire par leur nom, comme à l'habitude, il a certainement attendu, observé attentivement, réfléchi et sondé le terrain. On le voit, sans rentrer dans le détail, c'est que plutôt d'imposer une idée, de vouloir vendre quelque chose à quelqu'un à toute force, il est plutôt sur le registre de ce que j'ai pu entendre, c'est une façon de parler, de ce que j'ai pu lire sur les conversations, plutôt sur le mode de l'interrogation. Que pensez-vous de telle chose? Alors que c'est effectivement ce qu'il a envie de faire signer à l'autre, pour tester et sonder les choses. J'en ai parlé tout à l'heure, je crois que, je ne sais pas si le parallèle est dans ces murs est bien adapté, mais quelque part, si on aime les chats, c'est une espèce de chat. Il y a quelque chose de formidable, d'impassibilité, tout d'un coup, cette capacité à réagir très très vite, quoi. Emmanuel parlait tout à l'heure de cette capacité à dire, pas désinvolte, mais d'être lent sur les choses, mais être capable de réagir très rapidement quand il faut réagir. Et je pense qu'il avait cette capacité-là. Alors, donc voilà trois choses qui me disent que peut-être qu'au cours des entretiens, c'est ce qu'il a fait. Alors, je vais vous montrer en fait le texte sur lequel il est arrivé. Et regardez, on part de ça le matin. Moi, j'ai des bouts d'histoire, j'ai un bout de personnage, mais on arrive à ça le soir. Alors d'abord, le texte, on voit, il est plus court, il est plus lapidaire. Je crois que, Philippe, tu disais ce matin au petit déjeuner qu'il avait quelque chose de très pragmatique. Tu connais mieux Talleyrand que moi, mais tu disais qu'il y avait quelque chose de très pragmatique. Ben, je trouve que ce texte-là, par rapport au texte du matin, c'est grosso modo le même signataire, mais il n'y a rien à voir. Hein, là, ils disent les armées des puissances alliées ont occupé la capitale de France, le souverain allié a payé le vœu de la nation française. Il déclare que les conditions de la paix devraient renfermer plus forte garantie. Là, c'est globalement de dire si vous acceptez ça, c'est ce que je comprends, moi, en les modestes citoyens, si vous acceptez ça, voilà ce qu'on peut vous offrir. Et ce qu'on peut lui offrir, c'est les 3 points en dessous. Les souverains alliés programment en conséquence qu'ils ne traiteront plus avec Napoléon Bonaparte ni aucun de sa famille. On en a parlé tout à l'heure. Qui respecte l'intégrité de l'ancienne France, qui existait sous ses rois. Donc, si on est un citoyen géré moyen, on a tendance à penser que la page Napoléon est tournée, que deuxièmement, on va retrouver des frontières naturelles. En tout cas, on n'aura pas perdu par rapport aux 20 années précédentes. Et puis d'autre part, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils reconnaîtront et garantir la Constitution. Moi, je lis ce texte en disant c'est ce que veulent les Alliés et on aura tout ça si globalement on respecte cette feuille de route-là. Je le perçois comme ça. Les intentions que je viens d'exprimer sont communes avec les puissances alliées. J'ai aussi dit que, en fait, Alexandre Ier semblait avoir aucun mandat. Et donc, je pense que d'aller d'un texte à l'autre, c'est une négociation dans un espace de temps très très court. Et que ça, il l'a fait accepter Alexandre. Je ne sais pas à quel moment ça a été signé, ce texte-là. C'était signé parce qu'après cette conférence d'1 heure, ils ont eu une conférence plus importante avec plusieurs personnes rue Saint-Florentin, mais elle était prête le 31 mars au soir. Et je voudrais attirer simplement votre attention sur une chose, sur ce texte. Vous l'avez vu, les souverains alliés professent toujours le principe que pour le bonheur de l'Europe, il faut que la France soit grande et forte. Alors, je ne sais pas si c'est Alexandre qui l'a écrit ou il a peut-être écrit, il ne lui a peut-être pas fait lire le texte, je ne sais pas parce que je n'ai pas trouvé le manuscrit, donc je ne sais pas qui a écrit. C'est le problème de ces négociations, qu'il y a taux de paramètres. Mais j'ai envie de dire merci monsieur de Talleyrand. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire ce soir. Ah oui, volontiers, volontiers. Alors, sur Talleyrand, je connais
relativement peu de choses. Si vous me posez des questions sur Talleyrand, Emmanuel est au fond de la salle, il va répondre à ma place. Mais si vous avez des questions sur la négociation, sur ce que j'ai pu percevoir dans d'autres négociations de Talleyrand, et sur ses qualités, fondamentalement, c'est son métier. C'est-à-dire, je voudrais ajouter une chose, il n'a jamais... Je n'ai pas vu, je connais pas la vie de Talleyrand comme vous tous, comme Emmanuel, mais je la connais quand même un peu. J'ai jamais eu le sentiment qu'il ait voulu le pouvoir le pouvoir pour lui. Jamais. Jamais. C'est pour ça que je me permets de dire que c'est un patriote. J'ai une question à vous poser. Je suis psychologue et médiateur. Et la question que je voudrais vous poser, s'agit-il dans le cas précis d'une négociation ou d'une médiation? Et autre question, quelle serait la différence entre négociation et médiation internationale? Alors, si vous voulez bien dans l'approche, parce que je ne suis pas du tout un littéraire. J'ai monté en 30 ans, j'ai eu à côté de moi à table une femme formidable qui est en charge, avec Sylvie, de ce château. Et je lui ai montré un modèle qui marche sur un petit smartphone, qui vous rentrez les données, l'ordinateur vous dit, voilà, vous êtes dans telle situation, voilà ce qu'il faut faire, et si vous faites ça, vous aurez telle probabilité de réussite. J'ai fait ça sur Khrouchtchev, etc. Et je vais revenir à votre question. Donc, l'idée, c'est une négociation, c'est une tentative d'accord entre individus. Voilà comment c'est défini dans la modélisation. Je ne prétends pas avoir la vérité, je prétends travailler scientifiquement comme un physicien. Un physicien dit un couple, ce n'est pas un homme, une femme, c'est deux forces antagonistes. Donc, une négociation, la définition pour nous, dans la modélisation, c'est une tentative d'accord entre individus, quel qu'en soit l'objet. Et là, pour moi, l'objet, ce n'est pas un montant financier, c'est un texte. C'est un texte. C'est une tentative d'accord entre individus. Et c'est ça qu'il voulait au départ. La deuxième chose, en ce qui concerne la médiation, une médiation n'est jamais qu'une négociation assistée par un médiateur. C'est-à-dire que ce qu'on fait dans une médiation, et j'en fais tout le temps, je suis médiateur auprès des tribunaux, c'est en fait on essaye de faire s'accorder deux personnes. Et ce qu'a fait Talleyrand là, si on parlait de médiation, il a fait s'accorder en fait la volonté du peuple exprimée par des représentants, enfin des membres du Sénat, avec une puissance alliée. Alors, en ce sens, je ne sais pas si c'est le sens de votre question, ça a été un médiateur. Oui, c'est un médiateur. Il a dit, voilà, écoutez, voilà, messieurs les membres du Sénat, je vous propose ce texte, que vous êtes d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il se taise, qu'il écoute, c'était aussi une forme de respect, parce que vous aviez Talleyrand, et en face, vous aviez tout simplement le tsar, qui n'était pas n'importe qui. Alors, et le tsar, en plus, deuxième point, il était pressé. Ça, quand quelqu'un est pressé, c'est un on négocie plus facilement. Chez les grands négociateurs, je pense, Emmanuel, je connais un peu, j'ai fait les parallèles entre Catherine de Médicis, enfin d'autres personnages, on retrouve Jean Aurieux, mais d'autres personnages de l'histoire qui sont des grands négociateurs dans le monde. C'est souvent des gens patients. Et l'impatience est un vilain défaut en négociation. Donc, je vous suis tout à fait. Vous disiez autre chose, pardonnez-moi, dans votre question. Donc, il était en rapport humain, c'est-à-dire il était devant un tsar, et le tsar était pressé. La guerre avait duré, et il voulait en finir, vous l'avez dit vous-même, il me semble. Oui, il était pressé. Donc, quand vous avez quelqu'un de pressé, il est peut-être plus facile d'obtenir... Absolument. Si vous avez quelqu'un en face de vous qui a un enjeu important, c'est urgent pour lui, et que vous êtes une solution pour lui, vous avez du pouvoir. Donc, vous êtes capable de l'amener d'un point A à un point B. C'est évident. Quand vous parlez du silence, alors moi j'ai appris plein de choses cet après-midi. Je crois qu'il faut que je vous félicite d'être tous là aujourd'hui parce qu'on a appris des choses merveilleuses. Et Emmanuel nous a parlé tout à l'heure c'est Talleyrand, l'homme, vous allez me reprendre, c'est un homme d'un ancien régime et c'est pas le compliment, c'est comment appelez-vous ça, c'est le... tout à l'heure, on l'a dit, le mot m'échappe, cette qualité où comment dire, vous parlez tout à l'heure de l'Ancien Régime, en disant cette qualité de faire Pardon ? Non, mais c'était un compliment, on en fait un petit peu... c'est à Napoléon, le fameux « sans vous, je suis incomplet ». Pardon ? La flatterie. Et alors... il a ce talent et je pense que se taire, quand vous parlez de se taire en négociation, en fait un bon négociateur, si ce qu'il va dire est moins fructueux que le silence, il se tait.
Et donc je pense que peut-être avec Alexandre, il l'a peut-être flatté au moment où il fallait le faire, il s'est tu, comme vous le dites, au moment où il le fait. L'idée, c'est, je crois qu'il y a des négociateurs qui vivent avec des trucs. Je crois que Talleyrand est intelligent dans la négociation. Donc le fait de se taire ou de flatter, l'idée c'est de faire bouger l'autre. Oui, Emmanuel. Pour rebondir sur la question de notre ami, sur le fait de savoir si on est là en présence dans cette discussion du 31 mars, qui est probablement la plus grande réussite de Talleyrand de toute sa carrière diplomatique. Mais je ne sais pas que tu pensais. Si on est là du côté de la négociation, de la médiation, moi je pense qu'en effet, on est plutôt du côté de la médiation, mais que c'est une médiation à 3 bandes. C'est une médiation de très grand acrobate, parce que c'est évidemment, comme tu l'as dit, une médiation entre le tsar qui tient les cartes de l'avenir de la France en main d'un côté, et le Sénat qui est censé, de façon assez abstraite, représenter le peuple français, dont on sait qu'il est, comme vice-grand électeur, le président par défaut, étant donné que Cambacérès a suivi l'impératrice à Blois. Mais il y a un autre partenaire qui est absent, ce sont les Bourbons. Au début du texte, tu as le gouvernement sage. Mais dans l'esprit de Talleyrand, c'est évidemment un gouvernement incarné par une monarchie constitutionnelle, elle-même incarnée par Louis XVIII. Et donc c'est une double médiation entre Alexandre Ier et le peuple français d'un côté, et entre Alexandre Ier et Louis XVIII de l'autre. Et cette double médiation sera complétée d'une 3e médiation lorsque Talleyrand va se rendre au Sénat et va faire voter par le Sénat le rappel de Louis XVIII, de Louis Stanislas Xavier, frère du dernier roi des Français. C'est à quel moment fait-il ça? Le 3 avril. Ah, le 3 avril. Ouais. Moi, je me suis arrêté au 1er. Mais j'en apprends tous les jours. Avec toi. Donc c'est une médiation formidable, parce que c'est une médiation à plusieurs bandes. Ouais, c'est clair. Mais un médiateur n'est jamais quelqu'un qui aide les gens à se mettre d'accord. Il est parfaitement joué le coup. Voilà. Sylvie, je crois que c'est à toi, Philippe. Merci beaucoup. Merci.